Suivre, on va aborder ensemble le thème des frustrations dans les équipes. Et on va surtout vous révéler les secrets de comment les enlever pour permettre d'avoir une équipe qui est performante et humaine. Avant tout, on veut remercier les partenaires qui, sans eux, Agile Grenoble ne sera pas pareil. Et on souhaite remercier un partenaire qui est très spécial pour nous, qui est Zenica, donc, qui est notre employeur à l'occasion. Et du coup, quelque chose qui est super important, c'est que Zenica est sponsor bière. Donc, si vous voulez vous rafraîchir à partir de 17h30, ça sera à l'Atrium avec une bonne bière, blonde, brune, ce que vous voulez. Si je vous dis une frustration, est-ce que ça vous parle? Oui, un petit peu. Non, pas du tout. Est-ce que vous l'avez déjà vécu ou vu? Oui. Bon, j'espère que la frustration que vous avez vue ou vécue, c'est pas le fait d'être avec nous aujourd'hui pour suivre cette conférence. Je me présente, Arthur Drevaux. Je suis consultant développeur web chez Zenica. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est, certes, je suis développeur, donc le code, la partie développement, mais aussi et surtout l'interaction qu'on peut avoir en équipe et le travail, la collaboration en équipe. Et moi, je suis Myriam Elelou, donc je suis consultante en organisation et en collaboration. Et ma passion, c'est résoudre l'équipe où tout se passe mal et pour les accompagner dans l'optimisation de leur performance, l'optimisation de la gestion de l'humain et l'accompagner à s'épanouir et se faire plaisir au travail. Et on ne va pas vous cacher, nous, on a vécu et vu la frustration ou les frustrations. Donc, parmi les différentes expériences qu'on a pu avoir avec Arthur, on a pu identifier un certain nombre de frustrations récurrentes qu'on a vues avec les équipes qu'on a pu accompagner. Et donc, par la suite, on va vous dévoiler comment nous avons pu les résoudre et quel impact ça a eu sur les équipes. Mais avant tout, on vous propose de s'aligner sur ce que c'est une frustration. Et donc, on va vous proposer des petites définitions. Donc, on allait voir dans le dictionnaire Larousse qui a été la définition d'une frustration. Et donc, pour le dictionnaire Larousse, une frustration, c'est l'état de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Nous, avec Myriam, du coup, on a essayé de créer notre propre définition, une définition qui est un peu plus dans un contexte d'une équipe. Et donc, pour nous, une frustration dans un contexte d'une équipe, ça va être une répétition de blocage ou de mécontentement causés par des obstacles de communication, organisationnels ou techniques. Donc, les causes de frustration, elles sont nombreuses. Et elles sont plus ou moins complexes en fonction de l'individu ou de la situation. Ça peut être par exemple, moi je veux imprimer un document, l'imprimante ne marche pas, elle tombe en panne, du coup je vais être frustré. Ça peut être l'ennui au travail, je vais au travail tous les jours, je m'ennuie. Bon, au début je peux peut-être trouver ça cool, mais au bout d'un moment, je vais être frustré. Ça peut être une manque de communication dans l'équipe ou alors un manque d'innovation dans mon équipe. Pareil, je vais être frustré. Ou alors un conflit avec des collègues, un salaire qui ne me convient pas forcément, ou un mal-être, donc le bien-être n'est pas forcément présent dans mon équipe, ou encore un manque de proactivité et d'autonomie. Donc je vais avoir beaucoup de contrôle et je vais pouvoir faire un petit peu tout ce que je veux. Donc ça, c'est des exemples, on aurait pu en citer encore des dizaines de frustrations. Et comme Myriam vous l'a dit, donc, on a discuté un petit peu de nos expériences. Et nous, aujourd'hui, on va mettre en lumière 4 causes de frustration, qui est la communication, l'expertise, l'innovation, le bien-être et la proactivité et l'autonomie. Et donc, on se mettra un petit peu en scène avec Myriam tout à l'heure. On essaiera d'analyser un petit peu des situations et voir un petit peu les axes d'amélioration ou comment on peut résoudre un petit peu ces frustrations. Avant de passer à des spectacles et des petites scénettes, il faut quand même être vigilant que le fait qu'il y a des frustrations qui durent dans le temps, ce n'est pas sans conséquence. C'est quand même quelque chose qui peut avoir des dégâts qui sont importants, qui peuvent devenir de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles à résoudre. Un des premiers symptômes visibles qu'on peut avoir de la présence répétitive de frustration, c'est l'absence ou le manque de motivation. En fait, quelque chose qui nous motiver au quotidien, qui nous donner envie d'aller au travail, ça va devenir un poids, un fardeau qui va ralentir notre envie, qui va baisser notre engagement, qui va devenir très difficile mentalement et moralement à résoudre. Et il faut bien se rendre compte que la motivation, c'est quelque chose qui se nourrit. On ne peut pas dire « Ah, c'est très bien, mon équipe est motivée, je fais rien ».
Et on va en parler par la suite sur comment nourrir également cette motivation pour augmenter l'engagement et faire disparaître les frustrations. La frustration mélangée à l'absence de motivation, c'est un cocktail qui est quand même assez explosif, qui peut créer quelque chose qu'on appelle la dette émotionnelle. Est-ce que cette notion ça vous parle? Eh bien, je vous conseille d'aller voir des vidéos de Marilyn Cole, qui est quand même pour moi une référente sur ce sujet-là. Mais pour moi, la dette émotionnelle, c'est quand même quelque chose qui va peser sur le moral, peser sur le bien-être de l'équipe et surtout sur le bien-être individuel. Bon, c'est pas joli, mais notre frustration, elle reste, elle continue dans le temps, elle est présente, elle est lourde, elle est chiante. Et bien, du coup, elle va commencer à impacter la dynamique d'équipe. Donc, cette pyramide-là, elle représente les 5 dysfonctionnements d'une équipe performante. Donc, est-ce que c'est un terme où la pyramide, est-ce qu'elle vous parle? Super. Donc, cette dynamique-là, elle va être impactée. La frustration, elle va venir casser la première base qui est qui est la confiance. Les personnes ne vont plus se faire confiance. Et petit à petit, on va avoir des dégâts qui vont s'accentuer jusqu'à arriver à une équipe qui va devenir inattentive aux résultats. Donc, on va avoir un collectif d'individus qui ne réfléchissent pas à atteindre un objectif commun, qui ne réfléchissent pas à collaborer. Et du coup, on n'a plus d'esprit d'équipe. Bon, on essaye d'illustrer tout ça, Arthur? Allez, c'est parti. Ne jugez pas nos talents d'acteurs. On a eu un gros budget marketing pour cette conférence. Merci Zenika. Pour les personnes qui ne voient pas, donc moi je vais faire le PO, Myriam Scrum Master. Super. Vas-y mon cher PO. Franchement, je comprends pas pourquoi. À chaque fin de sprint, ce qu'on délivre, ça ne correspond pas aux exigences. Moi je passe mon temps à dire quoi faire aux développeurs. Franchement, ça ne va pas. Ok, et est-ce que tu penses que le fait de leur dire quoi faire, c'est la bonne solution? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Attends, on a des spécifications qui sont assez claires quand même. Et puis même si elles changent, moi je mets à jour les specs, puis c'est à eux de se débrouiller, ils les lisent et puis ils développent. Donc de ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que tu leur transmets juste la spec et tu espères qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Oui, et puis s'il y a un problème, c'est pas à moi de gérer, c'est à eux de se débrouiller. Ok, en tout cas très attentif ce PO. Si on analyse un petit peu cette situation, j'ai posé la casquette du PO parce que c'est pas très bien. Si on analyse cette situation, du coup, le PO, il va remettre la faute directement sur les développeurs. Il comprend pas pourquoi, du coup, les fonctionnalités qui sont fournies ne correspondent pas à ces exigences, aux besoins. Et on voit qu'il y a un manque de communication directe entre le PO et le développeur, parce que le PO, il parle au développeur, mais à travers ses spécifications, donc à travers des tickets Jira. Donc sa décision va bloquer les validations. On regarde un petit peu les conséquences qu'a cette situation sur l'équipe. Donc on part d'un manque de communication qui va entraîner une incompréhension des attentes. Donc, vu qu'il n'y a pas de communication, le développeur il va lire les spécifications, mais peut-être qu'il peut avoir des incompréhensions. Ce qui va entraîner une érosion de la confiance entre le PO et le développeur. Le PO il remet la faute sur les développeurs, ils disent qu'ils ne savent pas faire bien comme il faut leur travail. Et le développeur, à l'inverse, il ne comprend pas trop les spécifications et il en a un petit peu marre de ne pas avoir une reconnaissance de son travail. Ce qui va entraîner du coup une communication formelle. Donc du coup, pour chaque discussion, pour se protéger, le développeur et le PO, ils vont organiser des réunions bien structurées. Donc le temps de trouver un créneau dans l'agenda, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Et donc ça va éloigner, donc on aura une communication de plus en plus distante. Ce qui va entraîner du coup un isolement, un travail en silo. Le PO il va travailler dans son coin sur ses spécifications. Le développeur il va travailler dans son coin sur un petit peu les spécifications de ce qu'il comprend. Tout va être livré et puis il n'y aura pas forcément de résultat. Et donc on a vraiment une perte de l'état d'esprit d'équipe. Ces conséquences-là sont quand même assez graves, on trouve. Et donc là, on va vous proposer comment y remédier. En tout cas, ce n'est pas la solution qui va résoudre tous les problèmes, mais c'est des premières étapes pour résoudre les conséquences que Arthur a pu vous présenter. Il y a quelque chose qui me frappe énormément à plusieurs reprises dans des équipes que j'ai pu accompagner. C'est une des premières choses qu'on me dit, mais on communique tout le temps. Mais en fait, c'est tout le temps les mêmes problèmes qu'on aborde. On parle tout le temps plutôt. Et du coup, moi, ce qui me vient en tête, c'est que parler, c'est bien, mais communiquer, c'est quand même vachement mieux.
Mais du coup, qu'est-ce que c'est communiquer? Comment on peut améliorer la communication? Tout d'abord, il faut favoriser une communication efficace. Pour cela, à chaque fois qu'on essaye de communiquer, on va se dire une communication, c'est un besoin, c'est une solution ou une décision finale qui clôture la conversation. Donc ça va permettre en fait de favoriser d'un côté la collaboration avec l'individu, et pour ça, on va mettre en place des aspects d'écoute active. On va vérifier que notre interlocuteur a bien compris ce qu'on souhaite dire, mais réciproquement, on va montrer à l'interlocuteur qu'on a bien compris ce qu'il souhaite aborder avec nous, notamment en reformulant sa phrase ou en lui proposant de vérifier si on a bien compris ce qu'il souhaite dire. Une communication efficace, pour une agiliste, ça va peut-être vous choquer, mais ça passe par des règles et des process. Par exemple, je vais prendre l'exemple concret de critères d'acceptation. C'est des règles qu'on met ensemble en équipe. L'avantage de ce type d'exercice, c'est que ça va mettre un langage commun parmi les différents individus présents. Ça va permettre de cibler les conversations quand on aborde cette thématique-là et rendre les échanges plus efficaces. Un deuxième aspect, c'est l'anticipation des conversations importantes. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Imaginez que vous arrivez en session d'affinage ou refinement et on va vous demander, sans aucune préparation, de résoudre et de définir un besoin qui est énorme. Et en 1 heure, on souhaite trouver la solution, la chiffrer, la communiquer et, si possible, l'attaquer demain. Je vous garantis qu'en ayant ce pattern-là, la réunion, elle n'aboutira à rien. Ce qu'on vous propose, c'est à la place d'anticiper les échanges en envoyant aux participants de la réunion qu'est-ce qui va être abordé, qu'est-ce qu'on attend d'eux et surtout, quelle est la sortie de cette réunion. Donc, encore une fois, on revient sur la focalisation, on revient sur l'atteinte d'objectifs communs et l'alignement entre les personnes. Dans une équipe, on a des personnes introverties, on a des personnes extraverties, on a des personnes qui ont des besoins qui sont différents. Donc, il est important en tant qu'individu qu'on comprenne les besoins des personnes avec qui on travaille. Parce que du coup, ils ne vont pas avoir le même besoin de communication ni la même énergie à dépenser. Donc, rendre visible et en discuter et que ce soit moins tabou, parce que moi, ça me frappe quand même le fait que des personnes introverties ont peur de ne pas manger à midi avec les gens parce qu'on va les juger. Donc, tous ces petits détails vont permettre à l'individu de se sentir à l'aise et de se sentir en confiance avec ceux qui l'entourent. De plus, il est intéressant de définir les bons canaux de communication. Notamment, un introverti va peut-être préférer qu'on lui envoie un message que de lui mettre en réunion en face-to-face. Un extraverti, il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer. De mettre en place les bons canaux de communication, ça va rendre encore plus efficaces les échanges entre les individus. Et pour finir, on est quand même dans un événement agile, donc parlons un petit peu d'agilité. L'agilité, elle fournit des pratiques qui permettent de mettre en place des communications confiantes, sereines, un cadre clair. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand je dis ça? J'ai entendu quelqu'un? Daily, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, la rétro, les daily, les rétros, c'est des moments où il faut profiter pour libérer la parole, pour permettre aux gens d'exprimer et d'aborder ce qu'ils ont besoin. Un autre axe sur comment y remédier, ça va être améliorer la collaboration. Donc on a vu que là, le PO, il développe les spécifications un petit peu tout seul. On peut essayer, du coup, d'avoir en équipe de co-construire la fonctionnalité. Donc d'impliquer les développeurs, les UX, un petit peu tous les membres de l'équipe pour essayer de co-construire la fonctionnalité. Et donc, il y a un exercice comme Tri-Amigos qui permet de faire ça, qui permet de réunir un petit peu du coup, les membres de l'équipe, parcourir un petit peu les fonctionnalités pour les partager, challenger un petit peu les fonctionnalités, que ce soit sur le fonctionnel ou sur la technique, pour potentiellement identifier aussi les risques de blocage au plus tôt. Plus tôt on s'aperçoit qu'il y a des risques de blocage, plus tôt on peut les contourner ou peut-être se réadapter. Alors que si on découvre les blocages au moment du développement, c'est un petit peu plus contraignant et il va falloir changer peut-être beaucoup plus de choses. On doit aussi favoriser une communication informelle. Donc le PO il doit être disponible pour les développeurs. Si les développeurs ont des questions sur le fonctionnel, le PO doit être disponible. Et inversement, les développeurs doivent être disponibles pour le PO
pour, s'il y a des questions techniques ou d'autres questions, éviter de se caler une réunion qui va prendre des semaines. Là, en quelques minutes, mais avec un petit café, hop, on peut parler et résoudre des problématiques en 5 minutes. Et donc, plus il y a de communication directe, plus c'est facile de donner et recevoir du feedback. Et donc, ça, c'est très important dans une équipe. Bon, on passe au prochain sujet. Allez. On reprend nos casquettes. Moi, je ne change pas ce développeur. Parfait. Bouge pas trop. Bon, du coup, on a rétro cet après-midi. Tu vas encore nous proposer plein d'idées géniaux? Ah non, plus jamais. Ça, moi, je dirais plus rien. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça change? J'en ai marre qu'à chaque fois, en réunion, je propose des choses et on me dit non direct. On n'essaie même pas de m'écouter, j'apporte des arguments que je trouve valables, on ne m'écoute pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais arrêter de proposer des choses, je vais arrêter de soutenir des personnes dans leurs idées. Moi, je vais venir en réunion, puis je vais m'asseoir et je vais attendre. Bon. J'en ai vu pire. Hein. Donc, du coup, si on analyse un petit peu cette situation, donc on voit que le développeur, il en a marre. Marc, on inhibe un petit peu sa proactivité, il propose des choses, mais à chaque fois, on lui dit non, il ne comprend pas trop. Et donc, sa décision, c'est ne plus rien faire, voire même, du coup, bloquer l'équipe. Donc, en fait, on a un vrai problème d'inhibition de créativité, d'inhibition de proactivité. Et c'est ces freins-là qu'on met à des personnes qui ont envie, qui vont motiver, va créer finalement à répétition une baisse de l'engagement, une absence d'engagement, une absence de motivation. Donc cette personne qui était un allié, qui était un appui pour l'équipe, qui était un élément moteur pour l'équipe, va se transformer plutôt dans un profil plutôt passif et voire bloqueur. Donc il va bloquer, il va critiquer peut-être les gens, il va peut-être devenir un peu le râleur de l'équipe, ce qui va faire qu'on va mettre en place des conflits. De son côté, il va peut-être plus s'exprimer sur ce qu'il gêne, donc on va parler de conflits larvés, mais d'un autre côté, on va avoir des conflits avec les autres membres de l'équipe. Donc l'équipe, à la place de progresser, à la place d'avancer, elle va stagner, elle va peut-être, les gens ils vont se mettre chacun dans son coin, ils se parleront plus, et donc on va perdre l'esprit de l'équipe. Bon, comment y remédier? En fait, avoir des personnes proactives, c'est une vraie chance. Très honnêtement, je pense que chacun de nous a envie d'avoir des personnes qui proposent des idées, qui amènent des choses pertinentes. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas répondre à toutes leurs envies de proactivité. Mais on ne peut pas tout refuser non plus. Donc, une des premières choses, c'est mettre en avant cette proposition. Pour rappel, comme on vous a dit, c'est que la motivation, ça se nourrit. Et valoriser les propositions des personnes, les mettre en avant, ça va quand même les motiver au quotidien, ça va montrer qu'on les écoute. Mais du coup, on a le devoir également de les challenger. Une question qui est très pertinente et c'est un seul mot et qu'on oublie souvent d'utiliser, c'est le pourquoi. Et en fait, en questionnant la personne qui propose, en lui demandant pourquoi tu nous proposes cela, ça va permettre de la challenger, qu'elle essaye d'aller creuser et de chercher la raison. Qu'est-ce qu'elle souhaitait résoudre vraiment? Qu'est-ce qu'elle souhaitait apporter en proposant cette idée? Et en enchaînant les pourquoi, on peut peut-être détecter un problème vraiment plus profond que le problème superficiel qui était abordé. Au-delà de ça, comprendre le pourquoi, c'est aussi quelque chose qui peut se faire en collectif. Notamment, moi, je pense à l'exercice de fleur de lotus qui permet en équipe d'aborder un problème qui est proposé par une ou plusieurs personnes. Et on va essayer de trouver des sous-problèmes jacents qui vont nous permettre de creuser, d'approfondir, d'identifier les causes racines d'un problème et le résoudre ensemble. Et ce qui est super bien, c'est qu'on a sorti des décisions. OK. Ce qui est plus important, c'est de les mettre en œuvre et montrer l'impact que ça a. Donc, ici, c'est hyper important de définir avec l'équipe comment mesurer l'impact des décisions qui sont prises et de surtout impliquer les personnes qui sont proactifs. Et encore une fois, les impliquer, les mettre à l'œuvre, leur montrer que qu'ils apportent quelque chose, c'est un autre levier de la motivation. Bon, et ceux qui proposent, vous avez quand même un rôle très important à jouer.
On a quand même la chance, je pense que la plupart de vous travaillent en équipe. Donc, on a quand même la chance d'être dans un collectif. Et de plus, d'avoir des personnes qui vont potentiellement pousser dans notre sens, qui vont adhérer à nos idées, ce qu'on va appeler les alliés. Donc, ces personnes-là, ils sont hyper importants dans la co-construction des propositions. Prenez le temps de leur expliquer leur idée, votre idée. Prenez le temps de co-construire avec eux, l'affiner, la faire porter par plusieurs personnes dans le but de faire adhérer le plus grand nombre possible. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir de l'opposition. On ne peut pas avoir que des gens qui adhèrent à nos idées. Donc, accepter l'opposition est quand même très important. Et il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, il faut plutôt le prendre comme quelque chose de constructif qui va nous permettre, d'un côté, de remettre en question nos idées et de les faire évoluer. On passe au bien-être. Celle-là, c'est ma préférée. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air dans ta tasse aujourd'hui. Écoute, franchement, notre chef de projet, excuse-moi, notre PO, il me saoule. À chaque fois, il est là derrière moi. Qu'est-ce que tu fais? T'en es où? Pourquoi tu es en retard? Et le comble, tu fais de la surqualité? Honnêtement, dès que je le vois rentrer dans l'open space, j'ai la boule au ventre et moi, j'en peux plus. J'en peux plus du tout. Est-ce que tu as pu discuter avec lui, exprimer un peu tes sentiments ou ce que tu ressens dans cette situation? Franchement, absolument pas et je le ferai jamais. La seule chose que je vais faire, c'est de me mettre en mode défensive, protéger mon bien-être et dès qu'il rentre et qu'il vient me dire quelque chose, il va voir. D'accord. C'est une très bonne thérapie, ces sessions. Bon, si on analyse cette situation, on voit que le développeur se sent espionné. Il y a toujours quelqu'un sur son épaule pour lui dire quoi faire ou pour le fliquer. Et du coup, il le vit très mal et il essaye de se protéger par tous les moyens. Sa décision, ça est de se défendre à tout prix. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, en tout cas, moi je le ressens, mais Myriam, tu deviens agressive. Bon, du coup, en fait, cette sensation d'être fliqué va générer du stress, de l'irritabilité. Donc, on va avoir quelqu'un qui va devenir de plus en plus mal, qui va être pas bien, qui a la boule au ventre, comme j'ai dit. Et du coup, on va revenir sur plus irrité, plus stressé. Ce qui va faire, à la moindre discussion, si on place le mot qu'il ne faut pas, il va démarrer, il va crier, il va s'énerver, ça va créer des conflits inutiles qui vont, d'un côté, peser sur la personne. Donc, on a un vrai risque de burn-out pour la personne qui est stressée et irritée, mais on a également un vrai risque que chaque membre de l'équipe se replie sur lui-même pour se protéger. Donc, finalement, on a cette magnifique conséquence qui est la perte de l'esprit d'équipe. Comment y remédier ? Pour y remédier, en fait, on est tous responsables de veiller sur le bien-être des équipes. Mais j'ai quand même 2-3 profils qui sont encore plus responsables de ça, notamment les product owners, les scrum masters, les managers, voire certains membres de l'équipe de développement également. Donc pour cela, il est important de suivre le bien-être de l'équipe dans le temps. Je vais vous parler d'un exercice que j'adore, que je mets en place, qui est le Team Radar. Le Team Radar, c'est un exercice qui va permettre, en collectif, d'aborder 5 ou 6 thématiques qui touchent l'équipe, qui vont permettre de suivre le bien-être de l'équipe et donc de le répéter. Moi, je le répète, par exemple, tous les 4 mois. Ça va m'aider à anticiper certains problèmes. Ça va me permettre d'avoir la température de l'équipe à plusieurs reprises et mettre des actions tout de suite applicables pour essayer de relever la note. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque personne dans l'équipe va noter les thématiques de 0 à 10. 0 étant le pire, 10 étant le meilleur. Donc, cet exercice, c'est important de le faire. Moi, par exemple, je l'ai fait il y a 2 semaines dans une équipe où je suis fraîchement arrivée. Et ça a permis d'aborder un sujet qui les saoule depuis 2 ans. Donc... 2 ans de problème, comment vous dire que la réunion était intéressante.
Un autre côté qu'il faut faire, un autre aspect qu'il faut quand même pas négliger, c'est les motivations de chacun. Aujourd'hui, chacun et chacune, ont une motivation pour venir au travail, ce qui les passionne, ce qui les donne envie de travailler, d'être efficace, ainsi de suite. Donc, rendre cela visible à travers notamment les exercices de Moving Motivators, ça va permettre d'un point de créer l'empathie, de se reconnaître dans les motivations de l'autre et de respecter la limite de chacun. Et c'est un super exercice pour fournir des bons outils de communication, de la communication constructive. Notamment, je pense au petit bonhomme OSBD, donc qui est issu de la communication non violente. En fait, cet exercice-là, quand on propose aux équipes, ça va leur permettre de savoir factuellement expliquer ce qui ne leur convient pas, factuellement expliquer leurs besoins et surtout éviter toute interprétation de l'information. Parce que souvent, une partie des conflits que j'ai rencontrés, c'est juste « Ah, mais j'ai compris qu'il a dit ça ». Donc, c'est juste, on interprète, on réfléchit et ça peut causer des conflits pas nécessaires. Et pour finir, on revient un peu sur l'agilité. L'agilité propose différents cadres. Et pour moi, l'agilité ne rime pas forcément avec rigidité. Donc, appliquer le cadre à la lettre n'est peut-être pas la meilleure solution pour les équipes. Et en fait, en faisant les différents exercices précédents, ça va nous permettre de comprendre l'équipe, comprendre ses besoins, comprendre son contexte et donc adapter le cadre à leurs besoins pour le rendre le plus efficace possible. On a vu donc que c'était très important de veiller au bien-être des autres, mais c'est aussi très important de veiller à son propre bien-être. Et donc, on peut, on doit alerter le plus tôt possible une personne de confiance dans l'équipe ou une autre personne qu'on connaît au sein de l'entreprise, si on a des situations qui nous tracassent. L'objectif, ça va être de le communiquer assez tôt, assez rapidement, parce que si on attend, du coup, la situation peut se dégrader, alors que si on en parle assez tôt, du coup, on va peut-être faire un petit ajustement qui va nous permettre de nous sentir mieux au quotidien. On peut aussi exprimer nos besoins pour l'équipe. Voilà, moi, j'ai quelques besoins pour me sentir bien dans l'équipe. Par exemple, si j'ai pas mal de choses à faire le matin et que je vois que je suis en stress tous les matins pour arriver au daily à l'heure, je peux peut-être demander est-ce qu'on peut décaler de 15 minutes le daily pour que je me sente mieux dans l'équipe. Donc, bien penser à exprimer ses besoins. Et on peut aussi exprimer des conséquences qui peuvent arriver en réunion. Par exemple, il y a peut-être une action qui ne nous a pas plu dans certaines réunions ou une autre. Et du coup, bien penser à communiquer pour pouvoir réajuster ces petits points de frustration pour que je vienne au travail serein et bien. Parfait. Je rajoute une petite chose, on est du coup sur des équipes humaines, donc on travaille en interaction avec des personnes et chaque personne est différente et c'est ce qui fait la force d'une équipe. Donc on doit communiquer et s'ajuster pour avoir une équipe vraiment humaine et performante. Bouge pas la slide. Est-ce que vous vous rappelez du dernier point qu'on souhaite aborder ? Si tu veux, mais c'est pas ça. Presque. Allez. Non. Je spoil. Bon, vas-y. Bon, c'est l'expertise et l'innovation. Bon. Je reviens à Scrum Master, j'aime bien ce rôle, je peux pas le lâcher pour longtemps. Bon, je comprends pas pourquoi à chaque fois les développeurs ils viennent me voir et ils insistent pour tester des nouveaux outils ou des nouvelles méthodes de travail. Franchement, moi je pense que ça n'a aucun impact pour le client. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, mais je pense que si tu discutes avec eux, tu essayes de creuser, c'est des personnes quand même qui ont une certaine expertise, tu pourras comprendre pourquoi et ils peuvent te donner des arguments qui vont valider leurs propositions. Oui, on en a parlé, mais bon, c'est du temps qu'on perd. On peut développer des fonctionnalités qui sont prioritaires pour mon client. Là, on est en train de perdre du temps. Et ces petits trucs-là, techniques, pour moi, ça ne sert à rien, quoi. Ok, bon, ces petits trucs techniques, ils servent quand même pour plusieurs raisons. Notamment, je pense qu'on va avoir de moins en moins de développeurs qui ont envie de faire du Java 9, par exemple, tu vois. Et d'un autre côté, on va avoir plusieurs aspects sur la performance et la qualité de notre appli qui vont donner du sens et être valorisable vis-à-vis du client. Bon, écoutez, on verra bien. Tant pis. Bon, notre PO, en fait, il ne comprend pas l'intérêt de ces
caprices de développeurs, de ses demandes techniques, de ses voilà, le client ne va pas le voir, donc à quoi ça sert de le faire? Donc il trouve que les développeurs perdent beaucoup de temps là-dessus et du coup, en sprint planning, la première chose qu'il va faire, on priorise toutes les tâches fonctionnelles et si vous avez le temps, au bout de 2 ou 3 semaines, je vous mets une petite tâche de tête technique. Donc sa décision, c'est bloquer toute innovation, toute envie de mise en avant de l'expertise des équipes en les réduisant à un simple rôle d'exécutant dans certains cas. Côté conséquences, donc quelles sont les conséquences de cette situation sur l'équipe? Donc on a un manque de reconnaissance des besoins techniques de la part de PO qui va entraîner du coup une charge accrue par des technologies obsolètes. Voilà, on ne peut pas utiliser les dernières nouveautés, les dernières fonctionnalités, donc peut-être que le code que je vais produire, ce sera peut-être un peu plus long à le développer. Et donc on va avoir une divergence entre des objectifs et des priorités. Donc la priorité du PO, lui, ça va être de délivrer des fonctionnalités, mais la priorité du développeur, ça va être de tester des trucs et puis tester des nouveaux outils. Moi, j'ai déjà connu dans une équipe où du coup, les développeurs, ils s'en foutaient un petit peu de délivrer des fonctionnalités, ils voulaient juste tester du coup des nouveaux outils dans leur coin. Et donc du coup, on a vraiment une divergence des objectifs. Donc il va y avoir un sentiment de stagnation de la part des développeurs. Les développeurs, ils vont rester en Java 9, comme tu disais, ils ne vont pas pouvoir évoluer dans leur travail au quotidien. Donc on va avoir un isolement des développeurs, chacun va travailler de son côté, et donc on a une perte de l'état d'esprit d'équipe. Comment on peut remédier un petit peu à tout ça? Pour moi, il faut du coup adapter son discours et voir les bénéfices, outre que le bénéfice que ça me rapporte en tant que développeur. Donc en tant que développeur, je peux me mettre à la place d'un PO qui est non technique. Si j'arrive et que je lui dis bon, il y a Angular 19 qui est sorti hier, moi je veux utiliser les dernières fonctionnalités, il va me rironner, il va dire non, ça sert à rien, moi il va falloir que je fasse tout mon test de non-reg après, ça va me prendre 3 jours, donc ça n'apporte rien pour le client, on ne va pas le faire. Il a pas tout à fait tort. Mais du coup, en tant que développeur, il faut que je me pose la question comment je vais pouvoir faire passer des messages différents qu'un point de vue technique à des personnes et voir le bénéfice pour moi, développeur, mais pour le client, voire même pour l'entreprise. Et donc si j'adapte un petit peu mon discours, je vais partir un petit peu de besoins. Donc pour une mise à jour, moi j'ai un besoin d'améliorer les performances. Donc en impact technique, les nouvelles versions, du coup, elles vont améliorer les performances de mon application. Voilà, Angular 19, peut-être plus performant qu'Angular 12. Et l'impact pour le client, on va avoir un produit beaucoup plus réactif, beaucoup plus fluide et avoir une meilleure du coup, expérience utilisateur. Donc si j'arrive avec le PO et que je lui dis cette phrase, peut-être qu'il va un peu plus comprendre mon intérêt de mettre à jour mon application. On a un autre besoin qui est la sécurité renforcée. Donc si je mets à jour mon application, ça va corriger des failles de sécurité et donc protéger contre les possibles attaques. L'impact pour le client, du coup, on va aussi protéger ses données et ça va renforcer la confiance qu'il a dans le produit. Il y a aussi un impact de ça sur l'entreprise. Il y a des articles récemment qui parlent de ça, mais sur la fuite de données, voilà, si on se réveille le matin et qu'on voit un article dans la presse comme quoi toutes nos données ont fuité, l'impact pour l'entreprise est quand même assez majeur. Et il peut y avoir un deuxième impact pour l'entreprise, c'est les coûts. Voilà, s'il faut récupérer toutes les bases de données ou tout reconstruire après une attaque, ça peut être quand même assez embêtant. Un autre besoin, ça va être la stabilité. Donc, moi, ma raison technique, c'est que ça va corriger des bugs. Les nouvelles fonctionnalités, souvent, elles apportent une correction de bugs, majeurs ou mineurs. Et l'impact pour le client, ça va être moins de panne, un produit qui fonctionne mieux. L'impact pour l'entreprise, du coup, si j'ai moins de bugs, mes développeurs, ils sont pas en train de corriger des bugs, mais ils sont en train peut-être de produire de nouvelles fonctionnalités. Donc, ils apportent beaucoup plus de valeur pour le client. Pour le client. Ça, c'était pour les mises à jour. Et donc, pareil, on a un petit peu les mêmes questions quand on parle de refacto. Quand on parle de refacto, le PO, il fait les gros yeux. Il faut, pareil, la non-reg. Et donc, il faut que j'ajuste un petit peu mon discours. Et donc, sur la refacto, d'un point de vue technique, ça va du coup améliorer l'architecture pour m'assurer du coup une cohérence de toute mon application au fur et à mesure des développements. L'impact du coup pour le client, c'est que le client, il arrive toujours avec des nouvelles fonctionnalités. Et grâce à ces refactos, les nouvelles fonctionnalités, je vais pouvoir les implémenter beaucoup plus vite et donc du coup répondre aux besoins de mon client plus rapidement.
Et donc un petit peu toute cette partie, ça va répondre à un besoin plutôt général au niveau de l'équipe, ça va être la motivation de l'équipe. Donc la raison, le développeur, il préfère travailler sur des outils modernes plutôt que voilà, des technologies un petit peu vieillissantes. En général, en tant que développeur, on préfère. Et donc l'impact pour le client, c'est que une équipe qui va être motivée, elle va délivrer mieux, de meilleure qualité, et donc du coup beaucoup plus vite. Et il peut même avoir un impact sur l'entreprise, parce qu'une équipe qui se sent bien et qui est motivée dans le produit, déjà elle a envie de s'investir pour l'entreprise, et il y aura moins de coûts de recrutement, de onboarding et tout ce qui s'ensuit. Bon, on arrive à la presque fin de notre conférence. Donc, pour Arthur et moi, en fait, on est persuadés que la communication, la gestion de la proactivité, veiller sur le bien-être et valoriser l'expertise et l'innovation des équipes font partie des piliers d'une équipe performante et épanouie. Et en fait, ce sont des leviers qui sont interdépendants. Si on bouge une, ça va impacter et potentiellement avoir des dégâts sur les autres. Mais du coup, si on souhaite commencer par quelque chose, par quoi on commencerait du coup, pour nous, avant même de viser l'excellence technique, il est essentiel que l'humain soit au cœur de notre démarche. Parce que c'est en faisant fonctionner l'humain et ses interactions qu'on pourrait faire progresser le reste. Donc, un dernier message sur ce sujet, c'est qu'un premier pas crucial qu'on vous propose de faire, c'est de s'engager à créer un environnement propice et idéal où chacun va se sentir motivé et valorisé. Une petite dernière réflexion. Du coup, pour ma part, je pense que l'agilité, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on est. Si je m'exprime un petit peu, en tant que développeur, je pense qu'il faut qu'on arrive à se casser un petit peu ce lien hiérarchique qu'on a dans l'équipe entre un développeur qui développe la fonctionnalité et qui attend qu'un PO l'écrive et lui donne un petit peu à manger, entre guillemets, pour pouvoir développer. Je pense qu'il faut qu'on arrive à casser un petit peu tout ça au sein de nos équipes pour arriver à co-construire la solution tous ensemble, en équipe, pour du coup vraiment avoir une équipe humaine et performante. Et pareil pour le PO, je pense qu'il peut un petit peu plus impliquer les développeurs dans cette co-construction, les embarquer pour du coup avoir vraiment une émergence collective. Et bien, sur cette belle réflexion, on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Donc, un petit point, le feedback pour nous, c'est hyper essentiel, que ce soit positif, que ce soit des axes d'amélioration, on prend. Donc, n'hésitez pas du tout à scanner le QR code pour nous donner un feedback, s'il vous plaît. Et je pense qu'on a 7 minutes pour répondre à vos questions. Des questions ? Soit c'était très clair, soit on a complètement foiré. Endormi, ouais, on vous a endormi. Ouais. On n'a pas lancé la caméra. Très bien. Merci, c'était super intéressant. Est-ce que vous auriez une façon d'analyser ou de mesurer la dette émotionnelle d'une équipe ? Quand tu arrives dans une équipe, tu ne connais pas la situation. Comment vous vous y prendriez du coup pour analyser la dette émotionnelle de l'équipe ? Eh bien, ça tombe bien, je suis en plein dedans là en ce moment. Du coup, donc je suis arrivée dans une équipe où on pressentait qu'il y avait quelque chose. Et une des premières choses que j'ai fait, c'est ce que je vais faire surtout, c'est de mettre en place un Team Canva où on va se mettre d'accord sur la raison d'être de l'équipe et mettre en place un Working Agreement. En fait, ces exercices-là, même si c'est formel, ça va permettre de voir les interactions entre les individus. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Accepter qu'il va y avoir potentiellement des conflits et les faire émerger pour les voir. Et ça va te faire ressentir un peu comment chaque personne ressent. Mais une des choses qui est aussi importante, c'est prendre le temps de discuter individuellement avec chaque personne, en essayant de lui dire, voilà, c'est un moment où tout ce qu'on va dire reste là où on est. Et donc, ça va libérer vraiment une certaine parole qui est très importante. Et souvent, les gens, quand ils ne sont pas bien, ils vont l'exprimer d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça donne une première réponse à ta question. Ouais, merci beaucoup, super intéressant. Vas-y. J'ai juste, j'en prends pendant 3 secondes, parce que ce que tu venais de dire me faisait penser à un exercice que je trouve top, que tu dois connaître aussi, mais tout ce qui est matrice des attendus, c'est génial pour faire émerger ce genre de trucs. Et justement pour faire émerger les frustrations.
Le côté, moi j'ai envie de faire ça, mais en fait, dans mon rôle, il n'y a pas. Vas-y, j'ai quand même envie de le faire. Et comment on articule tout ça? Je trouve ça assez cool comme atelier pour faire émerger ça. C'est un peu dans la suite des deux interventions qu'il vient d'y avoir, c'est que justement, tu arrives sur cette équipe-là, tu vois et tu pressens beaucoup de choses, et tu ressens qu'il y a une dette émotionnelle dingue. Tu fais ça, tu essayes de voir un peu ce qui va se passer dans l'équipe, mais pour autant, tu sens et tu entends que les autres équipes alentours, ou les partenaires de l'équipe, ou le management, voire même le management, nient ça complètement, ne veut pas le voir, parce que pour plein d'autres raisons. Quelle idée géniale pour montrer l'éléphant qui est dans la pièce. Eh bien, de leur montrer factuellement quels sont les impacts. Pour un manager, moi, je suis allée voir le manager avec qui je travaille, je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends de tes équipes? S'il me dit des chiffres, ben, ça va avoir un impact financier, le fait qu'il y ait une dette émotionnelle. Donc, je vais lui sortir des chiffres. S'il attend potentiellement, s'il est plus dans l'humain, et il va me dire, ben, moi, je ne veux pas qu'il parte, ben, je vais lui dire très honnêtement, il y en a 2 qui ont préparé leur lettre de démission. Donc, en fait, c'est apporter des données factuelles qu'il ne pourra pas les modifier. Et pour donner des données factuelles, il faut savoir qu'est-ce qui les touche. Par exemple, des parties prenantes, ben, ils ont besoin d'une livraison tous les mois. Et ben, en fait, tant qu'on ne résout pas l'humain, vu qu'ils ne se parlent pas, on livre une fois tous les 6 mois. Est-ce que ça répond à leurs besoins? Non. Donc, ils ne peuvent pas contredire le fait que tu livres tous les 6 mois. Donc, en comprenant les attentes et les envies des personnes qui interagissent avec les équipes, tu vas pouvoir leur apporter des données factuelles sur ce que cette dette émotionnelle ou sur ce que ces problèmes de frustration ont comme dégâts. Est-ce que vous avez une solution quand la direction n'est pas sur site? Moi, par exemple, je suis dans une entreprise qui a été reprise il n'y a pas longtemps. Okay. Et du coup, la direction est très peu présente. Et c'est moi qui suis passé à gérer plus ou moins l'équipe de développeurs, tout ce qui reste suite à la restructuration. Et du coup, il y a énormément de frustration sur les nouveaux projets, comment communiquer, etc. Et la direction, soit elle dit j'ai pas le temps, soit elle dit on n'a pas les moyens parce que là, pour le moment, vos ventes, elles sont pas reparties. Et du coup, on ne peut pas investir. Vous avez quoi pour essayer de relancer la discussion et potentiellement arriver à faire comprendre que les gens commencent à démissionner un par un et que leur rachat, il va servir à rien? Ok. Arthur? En fait, moi, je te poserais quand même une question. T'attends quoi de la direction dans cette situation? C'est assez clair. Il y a des besoins matériels. Okay. Avec lequel, si on n'a pas ce matériel-là, on leur a expliqué que on va prendre plus de temps à développer. Okay. On a des besoins fonctionnels. On leur a dit, effectivement, si on n'a pas un cahier des charges, nous, on peut vous faire des propositions, mais on ne peut pas inventer. Et quand on arrive avec des propositions, on nous dit, ouais, mais non, je ne suis pas trop sûr pour l'instant, on ne sait pas encore où on va, etc. Sauf que la situation, elle commence à traîner. Ouais. Et les différents arguments et les différentes méthodes, entre guillemets, un petit peu simples, qu'on a pu essayer de mettre en place, on a l'impression qu'elles n'aboutissent pas. Et si de l'autre côté, il n'y a personne pour répondre à la communication, est-ce qu'il y a un moyen d'arriver à les faire répondre en fait? Moi, j'en suis. Le SMS, ça ne marche pas. L'appel, ça ne marche pas. Le mail, ça ne marche pas. La réunion, on ne peut pas en caler parce qu'ils sont trop pris. Parfait. Eh bien, ce que je te propose, viens boire une bière avec nous. On en discute parce que très honnêtement, là, avec... moi, très honnêtement, je n'ai pas de réponse à te donner, mais je connais de très bonnes personnes qui peuvent te donner un début de réponse, donc une bonne bière et une discussion. Ça marche, merci. Il y a de l'alcool chez vous? On n'a pas le droit en entreprise, il paraît. Le cidre, ça passe apparemment. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut prendre? Eh bien, merci beaucoup, vraiment. Merci, ouais. N'oubliez pas le feedback. Sinon, il y a dehors aussi, si vous voulez. Mais il y a trop de slides. Voilà.
pas comment on arrête. Merci. Stop. Ça doit être ça.